Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT depuis 3 mois, 44 ans, c'est assez jeune pour un leader d'un des grands syndicats français aujourd'hui, professeur d'histoire, syndicaliste de toujours, jeunesse ouvrière chrétienne, puis CFDT très jeune. Voilà un peu le profil peut-être pour faire connaissance pour nos téléspectateurs. Ça va ? Comment ça se passe ? C'est pas facile ? Merci, ça va très bien. C'est pas facile, c'est une fonction importante, donc il faut être concentré, mais non, ça va très bien. Nous sortons d'un Conseil national qui a été extrêmement riche. Je tourne beaucoup voir les militants de la CFDT. J'étais la semaine dernière à Marseille, rencontrer les militants des télécoms, rencontrer des gens de la métallurgie, ça se passe très bien. Je vous dis ça parce que vos premières déclarations ont frappé. C'était assez le parler vrai. Et par exemple, avec la CGT, on va y revenir. Mais vous avez dit, les positions dogmatiques, attention, vous avez dit que vous étiez contre les méthodes brutales de la CGT à Aulnay. Enfin, c'est le parler vrai. Écoutez, c'est le syndicaliste. Un syndicaliste, il dit ce qu'il pense. Il a des arguments, il a des convictions. Donc, moi, je dis ce que je pense, mais je respecte toujours les gens que j'ai en face de moi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai un parler vrai, mais ce que je dis, je le crois. C'était pas une gaffe, vous regrettez pas ? Ah non, c'était pas une gaffe, non. C'était ni une gaffe, ni une erreur de jeunesse. Vous ne regrettez pas parce que, justement là-dessus, on reparlera du jour de carence dans un instant, mais la phrase du PDG de Titan, hier, qui dit sur Goodyear, Goodyear a essayé pendant plus de 4 ans de sauver une partie des emplois amiens, qui sont parmi les mieux payés, mais les syndicats et le gouvernement français n'ont rien fait d'autre que discuter, et c'est un syndicat fou, et parler de la CGT. Et je me suis dit, tiens, Laurent Berger, lui, il a dit on voit quand il y a des dogmes mais pas de volonté de sauver l'emploi, et vous parlez de la CGT, on va dans le mur. Je me suis dit, mais il est d'accord ou quoi ? Je ne parlais pas du tout de la même chose que le PDG de Titan. Les propos du PDG de Titan sont indignes et insultants à l'égard des salariés français. Je lui dis, il ne doit pas le savoir, puis il doit s'en fiche, mais les salariés français sont les plus productifs du monde. Donc, franchement, ce monsieur ne mérite pas beaucoup de considération, beaucoup de mépris, et ce qu'il dit, c'est indigne et insultant. Mais lorsqu'il met le doigt sur il y a un problème, sur certains syndicats qui parlent mais peut-être ne veulent pas vraiment sauver les emplois, il y a peut-être quelques rigidités dans notre façon de fonctionner, il met peut-être le doigt de façon provocatrice, excessive, indélicate, grossière. D'accord, mais est-ce qu'il ne met pas le doigt là-dessus ? Il ne dit pas ça. Il dit que les salariés français travaillent 3 heures par jour. Il dit qu'il n'y a rien de possible, que le syndicalisme, ça ne sert à rien, et c'est juste à empêcher les entreprises de tourner. Donc, il a un propos ultra-libéral, ultra-provocateur. Il ne connaît pas du tout ce dont il parle. Et donc, la question n'est pas celle des relations sociales dans le pays. Sur les relations sociales, je ne renie pas ce que j'ai dit. Quand il y a un problème économique dans une entreprise, il est important qu'on essaye de trouver les solutions pour préserver l'emploi. Voilà. Mais ce monsieur, il n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste, je viens d'entendre ses propos à la réponse du courrier qu'il a reçu de M. Montebourg. Enfin, c'est délirant. Je pense que ce monsieur, il ne maîtrise pas ce qu'il dit, ou alors il veut juste faire parler de lui, mais ça ne sert à rien. Alors, en tout cas, vous êtes très clair, il faut tout faire pour sauver l'emploi. Alors, on va y revenir parce qu'il y a l'accord Renault, il y a l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Mais d'abord, le jour de carence pour les fonctionnaires. Le gouvernement veut le supprimer dans le prochain budget parce que c'est injuste, inefficace et humiliant pour les fonctionnaires qui est 1 jour de carence quand on est malade. Mais quand on est dans le privé, on a 3 jours de carence. Alors, c'est aussi injuste, inefficace et humiliant pour nous et pourtant, on les a. Quand vous êtes dans le privé, souvent, vos 3 jours de carence sont pris en charge par l'employeur parce que pour 70% des salariés du privé, un peu plus même, il y a des accords collectifs qui permettent de prendre en charge dès le premier jour les arrêts maladie pour les salariés. Cette mesure-là, prise par l'ancien gouvernement, elle était stigmatisante. Il y a un discours qui se développe vis-à-vis des fonctionnaires, c'est en gros des gens qui ne travailleraient pas, qui utiliseraient et abuseraient les congés maladie parce qu'ils ne voudraient pas travailler. C'était injuste, stigmatisant. C'est une mesure de justice de rétablir, d'abroger ce jour de carence. La CFDT le réclamait, satisfaite aujourd'hui. Il faut prendre en compte le malaise des fonctionnaires. Il y a beaucoup de malaise dans les fonctions publiques. Vous savez, j'ai entendu la Fédération hospitalière française dire que c'est pas bien d'avoir supprimé ce jour de carence. Oui, parce qu'elle dit que ça permettait... Les hôpitaux, aujourd'hui, ne fonctionnent pas sans un surinvestissement des agents hospitaliers. Je le dis partout à mes interlocuteurs gouvernementaux, il y a un problème dans les hôpitaux. Les gens sont en tension permanente. Ce n'est pas le moment de les stigmatiser. Oui, on ferait mieux de s'interroger sur les conditions de travail, ce qui fait qu'à un moment donné, les salariés se mettent en arrêt. Ce que disait ce président de la Fédération hospitalière, il dit que
grâce à cette mesure sur le premier jour de carence, eh bien, il y avait beaucoup moins d'absentéisme, les équipes fonctionnaient mieux et en plus ça faisait 60 millions d'euros d'économies pour les hôpitaux. C'est pas rien. Oui, mais dans les hôpitaux, aujourd'hui, il y a une faiblesse. Vous savez, j'ai rencontré la section syndicale de l'hôpital de Sélestat il y a quelques semaines. L'hôpital de Sélestat, qui a fait des emprunts toxiques, il y a eu 25 suppressions d'emplois l'année dernière, il y en aura 20 cette année. Alors que les personnes que j'ai rencontrées me disent aux urgences, on arrive de faire notre roulement, notre journée de travail, on est rappelé dans les 3 heures pour revenir parce qu'il n'y a pas les remplaçants. Donc il faut s'interroger sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail dans les hôpitaux et les moyens que l'on met en place pour les hôpitaux. Il faut savoir ce dont on parle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'absentéisme pour vous, il n'y a pas un problème autour de ces arrêts de travail qui éventuellement, justement parce qu'il y a un jour de carence. Il peut y avoir un problème d'arrêt de travail, il n'est pas illogique comme il y en a ailleurs qu'il y ait des contrôles, mais ceci étant, il faut regarder, y compris la raison de ces arrêts de travail. Parfois, la raison, c'est un problème d'organisation du travail, de stress, et donc il faut travailler sur les conditions de travail. Dans l'agenda social qui est prévu dans les fonctions publiques, c'est-à-dire le dialogue social entre l'État employeur et les organisations syndicales, il est prévu de traiter des questions de conditions de travail. Faisons-le sérieusement. C'est un cadeau quand même du gouvernement aux fonctionnaires parce que par ailleurs, on n'augmente pas les salaires, c'est un gel, on est dans un plan d'économie, un plan de rigueur budgétaire et donc ce jour de carence, c'est la seule chose qu'on peut leur donner. Et la droite dit démagogie et clientélisme. Clientélisme, j'en sais rien. C'est une mesure de justice qui avait stigmatisé. Et je crois qu'aujourd'hui, on stigmatise trop les fonctionnaires, alors que les services publics sont garantes de cohésion sociale. Dans une société qui est en difficulté, parce qu'il y a d'immenses difficultés sociales, il faut des services publics qui soient accessibles et qui soient garantes de cohésion sociale. Aujourd'hui, cette mesure-là est un rétablissement de la justice pour les fonctionnaires concernés. C'est aussi un signe positif donné aux fonctionnaires. Est-ce que la CFDT va signer l'accord de Renault, l'accord donc de compétitivité proposé par la direction de Renault, discuté et qui est quasiment sur le point dont les discussions sont sur le point d'être achevées? Ce sont les équipes CFDT de Renault qui décident et actuellement elles se consultent sur la fin de cette négociation qui a eu lieu il y a 2 jours. Il y a des avancées dans ce qui a été négocié, notamment une charge industrielle, une charge de production de voitures plus importante sur les sites français qui garantit l'activité jusqu'en 2016 et qui aura une montée en puissance, y compris avec une relocalisation d'une partie de la production. C'est important parce que ce dont on parle, c'est la fermeture éventuelle, ou en tout cas les difficultés des sites Renault qui pourraient amener des grosses suppressions d'emplois. Il y a une promesse d'aucune fermeture de site par la direction. Il y a une promesse d'aucune fermeture de site, mais au-delà d'un plan de charge sur chaque site qui permettra d'assurer une production à hauteur de 80-85% sur chaque site. Et donc, c'est quelque chose d'important pour les salariés. Il y a aussi évidemment des mesures sur lesquelles il y a encore des éclaircissements à obtenir concernant le temps de travail. Et donc, c'est les équipes de Renault, de la CFDT de Renault. Votre sentiment à vous, Laurent Berger, vous êtes le nouveau patron de la CFDT. Vous avez envie de le faire. Vous pensez que ce serait bien pour la CFDT de le signer ou pas? Je pense que ce qui est bien pour la CFDT, et c'est aussi ce qu'on a voulu dans l'accord sur l'emploi, ce qui est bien, c'est que les salariés dans les entreprises sont les mieux à même de savoir, et les représentants du personnel les mieux à même de savoir ce qui est bon pour eux et pour les salariés. Et donc, en ce moment, je laisse les équipes Renault consulter. Et donc, on n'en saura pas plus? Vous n'avez pas... Ça ne sera sûrement pas Laurent Berger qui annoncera la signature de l'accord à Renault s'il devait y avoir signature. C'est important dans une organisation syndicale. Elle fonctionne avec ses militants en entreprise qui font le travail tous les jours et c'est à eux qu'il appartient de donner la position. Cet accord, il préserve l'emploi? C'était votre souci? Bien sûr, c'est un accord qui, tel qu'il est aujourd'hui, préserve l'emploi. Il est important. Donc si je retiens ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que le rôle d'un syndicat, c'est d'abord d'essayer de préserver l'emploi, c'est pas mal. Vous avez bien compris que cet accord, il demande aussi, il prévoit un gel de salaire, en 2013. La baisse de salaire, la réduction de la part variable du salaire de Carlos Ghosn, ça vous suffit? J'étais le premier à la demander. Oui. Je trouve que, y compris l'interview récente qui vient le donner avec la baisse de salaire, c'est méprisant. C'est totalement insuffisant. Il s'agit de 400 000 euros, ce qui est une énorme somme, sauf pour M. Ghosn, et qu'encore, il reporte à 2016 éventuellement avec cet accord. Je pense que c'est insuffisant, mais il y a un conseil d'administration à Renault, avec une part de l'État. Peut-être que le conseil d'administration peut lui demander de faire un effort beaucoup plus conséquent. En tout cas, c'est ce que je souhaite. L'accord sur la sécurisation de l'emploi que vous avez signé, et qui sera le 6 mars en Conseil des ministres,
Cet accord Made in MEDEF ne doit pas passer au Parlement. Voilà ce que dit le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et entre nous, vous le savez, il y a quelques députés socialistes qui ont bien envie de le triturer, de le modifier, d'y mettre leurs pattes. Vous accepterez ? Cet accord, il faut qu'il soit repris dans l'esprit et à la lettre, tel qu'il a été signé dans un texte de loi. C'est d'ailleurs l'avant-projet de loi qui a été soumis, qui sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement, reprend le texte tel que nous le souhaitions, y compris en apportant des éclaircissements sur les points sur lesquels il y avait besoin d'éclaircissements, notamment sur les procédures de licenciement économique ou sur les représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais pour nous, c'est important parce qu'il apporte des droits nouveaux. La complémentaire pour tous, les mutuelles payées par l'employeur à 50%. Tout le monde l'aura d'ici 3 ans, tous les salariés l'auront. Il apporte des droits nouveaux pour les temps partiels, qui aujourd'hui représentent un terreau de précarité énorme, notamment pour les femmes. Il y aura un temps minimal de 24 heures par semaine. Il apporte des droits nouveaux pour les chômeurs avec des droits rechargeables à l'assurance chômage. Il apporte tout un tas de droits nouveaux, y compris sur la formation. Mais aussi des obligations, acceptées en cas de crise, en cas de difficulté. Tout cela, de réduire son temps de travail, de réduire... Tout cela sera encadré par des accords majoritaires dans les entreprises. C'est-à-dire que cet accord, il fait le choix, en cas de difficulté économique ou sur la situation de l'emploi en général, que ce soit des accords majoritaires à plus de 50% signés par entre les organisations syndicales et l'employeur qui permettent de regarder comment on adapte temporairement les conditions d'emploi s'il y a une difficulté économique, mais aussi comment on anticipe beaucoup plus en amont les difficultés économiques, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que malheureusement, nous sommes trop souvent cantonnés au rôle de pompier. Et pour finir, le Front de gauche parle d'accord, comme vous dites, MEDEF. Pour singer un peu Arnaud Montebourg et son Made in France. Le Front National lance une pétition contre cet accord. Et puis, à écouter les uns et les autres en ce moment, tout serait de la faute de cet accord. Ce qui se passe à Pôle emploi serait de la faute de cet accord. Les difficultés dans les entreprises seraient de la faute de cet accord. Bientôt, les météorites en Russie, ça va être la faute de cet accord. Soyons sérieux. Cet accord, il donne des droits nouveaux pour les salariés et il permet d'avoir des dispositifs qui maintiennent l'emploi plutôt que supprimer l'emploi, ce que les entreprises font malheureusement quand elles ont des difficultés. Jusqu'où vous accepterez des modifications par les députés? Parce qu'ils vont passer à la moulinette, ces accords. Nous souhaitons, je suis intervenu devant des groupes parlementaires, je vais continuer à le faire. FO et la CGT aussi, qui n'ont pas signé et qui sont contre cet accord de façon assez virulente, eux aussi ils sont intervenus devant les députés. Oui, mais chacun a à faire valoir ses propositions. Moi, ce que j'ai dit aux députés, ce que je leur répète, c'est il y a besoin de précision. S'il y a besoin de précision sur un certain nombre de textes, de parties, il faut les apporter, il faut en discuter avec les signataires, mais l'esprit de cet accord est extrêmement important, l'esprit et le contenu de cet accord est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait le choix de laisser de la place au dialogue social pour emporter un certain nombre de réformes dans ce pays. Eh bien, le dialogue social a produit des résultats. Il est normal que les parlementaires, tout en faisant valoir leur rôle d'amendement, mais préserve cet esprit. Il peut être amendé, donc, quand même. Il peut être amendé quand il apporte des précisions, des compléments, mais qui restent dans l'esprit de ce qui a été signé et négocié. Honnêtement, après les phrases que je citais sur la CGT et puis cet accord sur la sécurisation de l'emploi, où là, FO et la CGT sont clairement contre et bataillent, on a l'impression qu'il y a deux fronts, le syndicat réformiste, la CFDT, et un axe FO-CGT. Il y a un peu la guerre des syndicats. Ben écoutez, on assiste sur ce sujet-là, sur d'autres on arrive des fois à se mettre d'accord. Sur ce sujet-là, on arrive à deux types, une bipolarisation d'une certaine manière du syndicalisme. Le syndicalisme qui part de la réalité et s'engage pour la transformer, et le syndicalisme qui fait du commentaire et qui demande à l'État de faire les réformes qu'il estime nécessaires. Alors s'ils lui conviennent, ils disent que c'est pas trop mal, et puis s'ils ne conviennent pas, c'est jamais suffisant. Moi je suis syndicaliste, je me suis engagé dans le syndicalisme assez tôt, vous l'avez dit, pour essayer de changer les choses et de prendre ma part de responsabilité. Là, la CFDT a pris sa part de responsabilité pour essayer d'apporter du plus aux salariés, notamment les plus fragiles, et de préserver l'emploi. Vous êtes très proche du Parti socialiste et que c'est aussi ça, c'est une manière de soutenir un peu le gouvernement, dans le fond, à chaque fois. Ah, écoutez, on ne le soutient pas à chaque fois. On vient de critiquer un certain nombre de propositions, notamment sur l'allocation équivalent retraite, où ils ne vont pas assez loin. On les critique aussi sur les fonctions publiques, où ils ne apportent pas assez de choses aux fonctionnaires. On les critique sur les politiques d'emploi qui ne vont pas assez loin parfois. Mais moi, je suis le seul, parmi les trois responsables des organisations syndicales les plus grandes dans ce pays, à ne pas avoir de carte dans un parti politique. Moi, mon objectif, c'est d'être exigeant, critique et constructif. Et c'est avec ce gouvernement-là, comme avec d'autres gouvernements, l'attitude qu'aura la CFDT et que j'aurai personnellement.
Merci Laurent Berger d'être venu sur BFM Merci. TV. Restez avec nous. Tout de suite, c'est bien sûr le journal avec Rachid Embarki. Et puis on revient sur la situation au Mali après ce cafouillage sur la famille d'otages enlevés au nord Cameroun. À tout de suite.